Alors, une interaction avec les forces de l'ordre, comment ça se passe au juste? Pour que tout se déroule dans les règles, eh bien, il faut connaître ces règles. C'est essentiel, autant pour la personne contrôlée que pour le gendarme. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le document qui définit justement tout ça. C'est le scénario classique. Les lumières bleues qui clignotent derrière, tout de suite le stress monte un peu et 1000 questions se bousculent. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Quels sont les droits et les devoirs de chacun? Pour avoir la vraie réponse, le mieux c'est d'aller voir directement à la source, dans les manuels officiels. Et notre source, la voici. C'est le manuel de procédure de la gendarmerie. Pas une interprétation, non, vraiment les instructions officielles. Alors on va plonger dedans pour bien comprendre le cadre légal qui régit leurs interventions, depuis le simple contrôle sur la route jusqu'au processus judiciaire. Allez, on entre dans le vif du sujet avec le cas de figure le plus courant, le contrôle routier. C'est souvent le premier point de contact et vous allez voir, les règles qui l'encadrent sont très précises. Si on lit le manuel, on voit que leur mission sur la route, elle est multiple. Bien sûr, il y a la sanction des infractions, mais il y a aussi, et peut-être même surtout, le fait d'assurer la sécurité, de fluidifier le trafic et même d'éduquer. La répression, en fait, ce n'est qu'une partie d'une mission de service public bien plus large. Ce qui est assez fascinant, c'est de voir à quel point le comportement attendu est codifié. Le manuel exige un équilibre subtil. Il faut être poli, mais sans être familier, ferme, mais sans être brutal. Et ça va jusqu'au détail, comme ne pas mettre les mains dans les poches, tout ça pour souligner une exigence constante de professionnalisme. Mais voilà, un simple contrôle peut parfois prendre une autre tournure. Voyons maintenant comment une interaction routière peut basculer vers une procédure d'enquête plus formelle. Et là, les mots ont leur importance. Le manuel fait une distinction très nette entre le refus d'obtempérer, c'est-à-dire une désobéissance directe à un ordre, et le délit de fuite, qui lui implique de quitter les lieux après un accident. Ce sont vraiment deux infractions distinctes et les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. Ah, la grande question que beaucoup de gens se posent. Le pouvoir de fouiller, c'est l'un des plus intrusifs. Alors, dans quel cadre la loi l'autorise-t-elle exactement? Bon, alors quand est-ce qu'une fouille est possible? Le guide est très clair là-dessus. La fouille de sûreté, ce n'est pas systématique. Elle devient même obligatoire, mais seulement dans des cas bien précis, quand une personne est privée de liberté. Et son seul et unique but, c'est la sécurité. Vérifier que personne n'est en danger, ni la personne fouillée, ni les gendarmes. Là, l'enjeu monte d'un cran. Le domicile, c'est un peu un sanctuaire privé. C'est là que les pouvoirs des forces de l'ordre trouvent leurs limites les plus strictes. Voyons ce que dit le guide. D'ailleurs, le manuel lui-même insiste beaucoup là-dessus. Il y a une section entière sur la protection légale du domicile. Ce n'est pas un détail, c'est un droit fondamental qui sert de cadre à toute l'action de la gendarmerie. Entrer dans un domicile, c'est donc l'exception, pas la règle. Le manuel liste très clairement les seuls cas où c'est autorisé. Il faut soit une situation d'urgence, soit un cadre judiciaire très précis, comme le flagrant délit ou un mandat, ou alors, bien sûr, le consentement explicite de l'occupant. Mais au fait, qu'est-ce qu'une arrestation au sens juridique du terme? Le manuel en donne une définition très précise. C'est un acte grave qui est très encadré par la loi et qui marque le début d'une procédure formelle où une personne est privée de sa liberté. Une fois que l'arrestation a eu lieu, un nouveau chapitre s'ouvre. On va voir maintenant comment le manuel décrit les étapes qui suivent, celles qui mènent à la garde à vue et au début de l'enquête judiciaire. Et c'est là qu'un acteur clé entre en scène, l'officier de police judiciaire, l'OPJ. Ce n'est pas n'importe quel gendarme, c'est lui et lui seul qui a l'autorité légale pour prendre les décisions importantes, comme celle de placer quelqu'un en garde à vue. Il fait vraiment le lien entre le terrain et la justice. À partir de ce moment, la procédure suit des étapes très claires. La personne est d'abord conduite au poste. C'est là que l'OPJ évalue la situation et décide si une garde à vue est nécessaire ou non. Si c'est le cas, le motif est bien sûr expliqué et l'enquête peut commencer sous sa direction. Et il y a un chiffre fondamental à retenir, 24 heures. C'est la durée initiale maximale de la garde à vue. Cette limite de temps, ce n'est pas un détail, c'est une garantie essentielle contre toute détention arbitraire. Alors oui, elle peut être prolongée, mais attention, cette décision ne peut être prise que par une autorité judiciaire. Tout ce système, il ne repose pas que sur des pouvoirs. En fait, il est basé sur un équilibre. Passons donc à l'autre côté de la médaille, les devoirs qui viennent faire contrepoids aux droits accordés à la gendarmerie. D'un côté, le texte liste sans aucune ambiguïté les pouvoirs des gendarmes, des pouvoirs forts qui sont nécessaires à leur mission, le droit de fouiller, d'arrêter, de réquisitionner et même en dernier recours d'utiliser leurs armes. C'est disons la facette autorité de l'équation. Et de l'autre côté, voici le contrepoids qui est tout aussi crucial. Chaque droit s'accompagne d'un devoir.
Et le plus fondamental de tous, c'est le devoir de respecter la liberté individuelle. Ce n'est pas une option, non, c'est une obligation qui encadre l'exercice de tous les autres pouvoirs. Et pour être sûr que cet équilibre est bien respecté, le manuel prévoit des sanctions. Cette citation est très claire. Un abus d'autorité, ce n'est pas seulement un crime potentiel, c'est aussi une faute professionnelle grave. Et elle peut entraîner des sanctions en interne, en plus d'éventuelles poursuites judiciaires. Allez, on prend un peu de recul pour finir. Finalement, qu'est-ce que tout cela nous dit sur le rôle de la gendarmerie dans notre société? En fait, si on résume, tout ce document pourrait être vu comme la mise en mots d'un équilibre, un équilibre délicat. La mission est double. D'un côté, assurer l'ordre et la sécurité pour tout le monde, et de l'autre, le faire en respectant scrupuleusement le cadre de la loi qui protège les libertés de chacun. L'un ne peut pas aller sans l'autre. On termine avec une question pour réfléchir. Quand les règles du jeu sont claires et transparentes pour tout le monde, comme celle qu'on vient de voir, au final, est-ce que ça sert davantage à protéger les gens contre l'arbitraire ou est-ce que ça sert plutôt à légitimer l'action de l'État en la rendant prévisible? La question reste ouverte.